11 mars 2011, 14h46. Un après-midi ordinaire au Japon bascule en quelques secondes. Le sol se met à trembler violemment dans la région de Tohoku, au nord-est du pays. Un séisme de magnitude 9,1 vient de frapper au large de la côte pacifique. À l'abri, sous les bureaux, sous les bureaux. À Tokyo, les immeubles oscillent, mais c'est surtout le littoral qui va subir le pire. Dans le centre-ville de Tokyo, ces tours sombres vacillent sous le regard des habitants. Quelques dizaines de minutes plus tard, un tsunami géant déferle sur des centaines de kilomètres de côte, avec des vagues dépassant par endroits les 30 mètres de hauteur. Des villes entières sont noyées sous les flots. Près de 18 000 personnes périssent ou sont portées disparues lors de cette catastrophe naturelle sans précédent. Le Japon est habitué au séisme et ses infrastructures sont conçues pour y résister. Et ce tremblement de terre, aussi puissant soit-il, ne cause au départ que peu de victimes directes grâce aux constructions parasismiques. Mais le tsunami qui suit est dévastateur et il ravage 600 km de côte et pénètre jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. Et parmi les zones touchées sur le littoral de la préfecture de Fukushima se trouve une installation hautement sensible, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Et ce qui n'était encore qu'une tragédie naturelle va déclencher l'une des pires crises nucléaires de l'histoire. C'est parti. Cette semaine que le Japon n'oubliera jamais, cette semaine où la troisième puissance mondiale a vu deux vagues la faire vaciller, celle du tsunami, puis celle de la peur. Pour comprendre l'accident de Fukushima, il faut d'abord remonter dans le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon se retrouve quasiment dépourvu de ressources énergétiques fossiles. Dès les années 50, le pays fait le choix stratégique de miser sur l'énergie nucléaire civile pour assurer son indépendance énergétique et soutenir sa croissance économique. Au fil des décennies, l'archipel construit des dizaines de réacteurs nucléaires. En 2011, le Japon compte 54 réacteurs en fonctionnement, fournissant près de 30% de l'électricité du pays. Le gouvernement prévoit même de porter cette part à 50% à l'horizon 2030. L'énergie nucléaire fait alors partie des principales sources d'électricité du Japon, avec le charbon, le gaz naturel et un peu d'hydroélectricité. La centrale de Fukushima Daiichi symbolise cette ambition nucléaire japonaise. Mise en service en 1971 et exploitée par la compagnie TEPCO, qui est la Tokyo Electric Power Company, elle comporte 6 réacteurs nucléaires à eau bouillante construits entre 1967 et 1979. Avec une puissance installée totale d'environ 4700 MW, c'est l'une des plus grandes centrales du monde. Ces 6 unités ont été bâties en bord de mer, au pied des côtes de l'océan Pacifique, sur le territoire des communes d'Okuma et Futaba, à environ 250 km au nord de Tokyo. À l'époque de sa construction, on estime peu probable qu'un tsunami de très grande ampleur atteigne cette zone de la côte. La centrale est bâtie à une altitude d'environ 10 mètres au-dessus du niveau de la mer et un mur de protection est construit pour résister à des vagues de l'ordre de 5 à 6 mètres. Ces paramètres se basent sur les données scientifiques et l'historique des tsunamis connus dans la région jusqu'aux années 60. Pourtant, au fil du temps, certains experts expriment des doutes. Des études géologiques révèlent qu'autrefois, de très grandes vagues ont déjà frappé la région de Fukushima. En 2007, des scientifiques avertissent que les centrales japonaises pourraient être vulnérables à des tsunamis bien plus hauts que prévu. TEPCO elle-même réalise en 2008 une simulation interne. Les résultats indiquent qu'un séisme majeur pourrait engendrer une vague de 15,7 mètres, suffisante pour inonder complètement Fukushima Daiichi. Alors en prenant du recul, ça paraît inconcevable, mais à l'époque, TEPCO, qui est soutenu par les autorités de régulation, ne prend finalement pas de mesures concrètes pour renforcer la sécurité du site. Les générateurs de secours qui sont essentiels en cas de panne électrique restent installés en sous-sol, donc exposés au risque d'inondation.
Le mur anti-tsunami, lui, n'est pas surélevé malgré les alertes. Et plus surprenant encore, en février 2011, donc à peine un mois avant le séisme, l'un des réacteurs les plus anciens du site, qui est le réacteur numéro 1, qui a été conçu donc dans les années 60 et mis en service depuis 1971, donc obtient même, lui, une prolongation de licence de 10 ans. Donc on parle d'un réacteur qui date de 40 ans. Donc tous les ingrédients sont là. Un séisme colossal, une vague gigantesque et une centrale vulnérable. Le compte à rebours est lancé. Vendredi 11 mars 2011, à Fukushima Daiichi, les réacteurs 1, 2 et 3 tournent à pleine puissance ce jour-là, produisant de l'électricité pour le réseau. Les réacteurs 4, 5 et 6 sont à l'arrêt pour maintenance. Il est 14h46 lorsque le séisme frappe. En quelques instants, les capteurs s'affolent. Les systèmes automatiques de sécurité réagissent immédiatement. Les 3 réacteurs en fonctionnement s'arrêtent d'urgence. Les barres de commande s'insèrent dans les cœurs des réacteurs pour stopper la réaction nucléaire en chaîne. La centrale perd son raccordement au réseau électrique national. Mais les générateurs diesel de secours démarrent comme prévu. Pendant quelques dizaines de minutes, la situation semble sous contrôle, malgré l'ampleur du séisme. À 15h35 environ, soit moins d'1 heure après le séisme, la première vague de tsunami s'abat sur la côte de Fukushima Daiichi. La mer, qui se trouve habituellement à une centaine de mètres des bâtiments, déferle par-dessus la digue de protection qui est trop bas pour faire face à une vague de cette ampleur. Une masse d'eau colossale inonde le site. En quelques instants, les sous-sols des bâtiments abritant les turbines et les générateurs diesel de secours sont submergés. La centrale vient de plonger dans un blackout total. Plus aucune source d'électricité ne fonctionne, pas même les générateurs de secours. Résultat, les systèmes de refroidissement des 3 réacteurs en service sont complètement hors d'usage. Et c'est là que le vrai danger commence, parce que même une fois arrêté, un réacteur continue de chauffer. C'est ce qu'on appelle la chaleur résiduelle. C'est une chaleur qui est produite par la radioactivité du combustible, qui représente à peu près 6% de sa puissance juste après l'arrêt, avant de décroître progressivement. Mais sans circulation d'eau pour évacuer cette chaleur, la température monte rapidement dans les cuves des réacteurs, mais aussi dans les piscines d'entreposage où sont stockés les combustibles usés. Donc la situation est vraiment alarmante et chaque minute compte. Malgré l'urgence, la communication avec l'extérieur est chaotique. Le séisme et le tsunami ont ravagé les infrastructures de la région. Routes coupées, lignes téléphoniques hors service. Les autorités locales et nationales commencent tout juste à comprendre l'ampleur réelle du désastre. Au soir du 11 mars, le gouvernement japonais déclare l'état d'urgence nucléaire. À 21h23, l'ordre est donné d'évacuer les populations dans un rayon de 3 km autour de la centrale et les habitants situés entre 3 et 10 km doivent rester confinés chez eux. Sur le site de Fukushima Daiichi, les opérateurs, ingénieurs et techniciens que l'on appellera plus tard les liquidateurs ou les 50 de Fukushima luttent désespérément pour empêcher un drame. Privés d'électricité, ils n'ont à leur disposition que des batteries de secours temporaires et quelques camions de pompiers. Toute la nuit du 11 au 12 mars, ils tentent de rétablir un minimum de refroidissement en injectant de l'eau de mer dans les réacteurs, une mesure de dernier recours. Parallèlement à ça, ils essayent de réduire la pression qui monte dangereusement dans les enceintes de confinement. Et pour éviter l'explosion des cuves, ils n'ont qu'une solution, relâcher de la vapeur radioactive dans l'atmosphère. C'est malheureusement une décision dramatique, mais c'est le seul moyen de gagner du temps et peut-être d'éviter le pire. Malgré les efforts héroïques sur place, le pire ne peut être évité. Moins de 24 heures après la perte de refroidissement, le samedi 12 mars à 15h36, une première explosion souffle le bâtiment du réacteur 1.
Il s'agit d'une explosion d'hydrogène. Sous l'effet de la chaleur extrême, l'eau dans la cuve se décompose, un phénomène appelé radiolyse. En parallèle, les gaines en zirconium qui contiennent le combustible réagissent avec la vapeur et libèrent de grandes quantités d'hydrogène. Ce gaz hautement inflammable s'est accumulé dans le bâtiment du réacteur jusqu'à provoquer une détonation violente. Le toit et la structure supérieure du bloc 1 sont arrachés, envoyant un nuage de fumée et de débris dans le ciel. L'accident nucléaire est désormais visible au monde entier. Au départ, ce n'était qu'un doute. Hier, c'était une crainte. Et aujourd'hui, cela ressemble au premier souffle d'un vent de panique. Personne ne peut ce soir dire si l'on est oui ou non à la veille d'un désastre nucléaire de grande ampleur. 2 jours plus tard, le 14 mars vers 11h, c'est le réacteur 3 qui explose à son tour dans des circonstances similaires. L'édifice est pulvérisé par une nouvelle explosion d'hydrogène, libérant des débris sur des centaines de mètres à la ronde. Le 15 mars au petit matin, le réacteur 2 subit lui une importante chute de pression. On suspecte qu'une explosion interne a endommagé son enceinte de confinement, provoquant d'importants rejets radioactifs. Au Japon, de nouvelles craintes planent sur la centrale de Fukushima. Des signes récents de fission en chaîne ont été détectés dans le réacteur numéro 2. Presque au même moment, le bâtiment du réacteur 4, qui était pourtant à l'arrêt, est ravagé par une explosion lui aussi. En fait, l'hydrogène produit par le réacteur 3 voisin s'était infiltré dans le bâtiment 4 où il a fini par exploser. La situation est chaotique. 3 réacteurs sont en fusion de cœur, c'est-à-dire que le combustible nucléaire a fondu et a percé en partie les cuves en acier et s'est accumulé en plus au fond des enceintes de confinement sous forme de corium, qui est un magma radioactif extrêmement dangereux. Et là, il y a des incendies et des rejets de vapeur hautement radioactives qui se produisent par vagues, ce qui rend les interventions très compliquées. Et il y a un autre point qui est inquiétant, les piscines de stockage des réacteurs 1 à 4 qui sont remplis de centaines d'assemblages usés sont en ébullition. Du coup, l'eau commence à bouillir parce qu'elle est plus refroidie activement. Et pendant plusieurs heures, les autorités vont même craindre le pire parce que si l'eau s'évapore totalement, les combustibles pourraient s'enflammer, ce qui pourrait entraîner un énorme incendie nucléaire. Dans les jours qui suivent, les équipes tentent tout pour reprendre le contrôle. Des hélicoptères de l'armée japonaise larguent de l'eau depuis le ciel sur les réacteurs éventrés sans grands effets. Des pompiers et techniciens parviennent finalement à raccorder des tuyaux et à injecter de l'eau de mer dans les cœurs en fusion et dans les piscines, évitant de justesse que le combustible usé ne s'embrase. Peu à peu, la température baisse, mais des quantités considérables de substances radioactives ont déjà été relâchées dans l'atmosphère et dans l'océan Pacifique tout proche, principalement entre le 12 et le 15 mars. Face à ces événements, le gouvernement étend drastiquement la zone d'évacuation. Dès le 12 mars au soir, tous les habitants dans un rayon de 20 km autour de la centrale doivent partir immédiatement. Au total, plus de 150 000 personnes fuiront la région dans les jours et semaines suivantes. Certaines évacuées de force par les autorités et d'autres partent volontairement plus loin par peur des retombées radioactives. Le 15 mars, les niveaux de radiation atteignent des pics alarmants à l'extérieur du site. La crise nucléaire de Fukushima est à son paroxysme. Elle sera classée rétroactivement au niveau 7 de l'échelle INES, le plus élevé, ce qui en fait la plus grave catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl en 1986. Et pourtant, dans ce chaos, il y a un point important qui différencie Fukushima de Tchernobyl. Déjà, l'enceinte de confinement des réacteurs, même si elle a été en partie endommagée, elle a globalement limité les rejets radioactifs les plus massifs. La plus grande partie du panache radioactif s'est dispersée au-dessus de l'océan Pacifique ou est retombée sur des zones relativement limitées au nord-ouest de la centrale. Et grâce aux évacuations rapides, les populations locales n'ont pas reçu, heureusement, de doses mortelles sur le moment. Et d'ailleurs, d'après l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, les doses d'irradiation qui ont été reçues par la population générale du Japon à la suite justement de l'accident devraient entraîner quand même des conséquences sanitaires très limité, voire minime sur le long terme. Par contre, en revanche, le traumatisme psychologique est immense et certaines personnes comme les travailleurs exposés, qu'il s'agisse des employés de TEPCO, des pompiers, des techniciens d'urgence
ou plus tard même les ouvriers qui étaient finalement chargés de la décontamination, eux ont été confrontés à des niveaux de radiation plus élevés, ce qui présente un risque plus grand pour leur santé à long terme. Et c'est aussi malheureusement le cas pour les habitants des zones qui ont été évacuées tardivement et qui ont pu être du coup exposés à des zones plus importantes avant leur départ. La catastrophe de Fukushima Daiichi s'inscrit dans un contexte de crise nationale sans précédent. Le séisme et le tsunami ont ravagé tout le nord-est du Japon, forçant le gouvernement à gérer en parallèle une immense urgence humanitaire et un accident nucléaire complexe. Le premier ministre de l'époque, Naoto Kan, s'implique personnellement dans la gestion de la crise nucléaire. Il se rend sur le site le 12 mars au matin, en hélicoptère, pour s'informer et mettre la pression sur la compagnie TEPCO afin d'agir vite. Les autorités ordonnent des mesures inédites d'évacuation et de protection sanitaire. Distribution de pastilles d'iode stable aux populations évacuées pour protéger la thyroïde et prévenir les cancers. Contrôle systématique des aliments et de l'eau potable. Et création en avril 2011 d'une zone d'exclusion de 20 km autour de la centrale. Pourtant, la communication gouvernementale est d'abord chaotique. Dans les premiers jours, les messages aux habitants restent vagues. On évoque des évacuations par précaution. Ce n'est que plus tard que la population apprendra l'ampleur des rejets radioactifs. De nombreux résidents au-delà du rayon de 20 km, notamment au nord-ouest, comme dans la zone de Itate et d'autres régions fortement contaminées, n'ont été évacués que plusieurs jours, voire semaines plus tard, après avoir potentiellement été exposés inutilement. Cette gestion tardive sera par la suite vivement critiquée. Alors Itate, c'est un village rural japonais qui est situé dans la préfecture de Fukushima, à environ 40 km au nord-ouest de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Alors après l'accident, Itate n'a pas été évacué immédiatement parce qu'il se trouvait simplement en dehors du périmètre de 20 km autour de la centrale. Mais malheureusement, la panache radioactif qui a été poussée par les vents les jours suivants a fortement contaminé la région, surtout en iode 131 et en césium 137. Des habitants évacués de la préfecture de Fukushima rassemblés dans un gymnase de Koriyama le 16 mars 2011. Plus de 150 000 personnes ont dû quitter la région à cause de l'accident nucléaire. Sur le plan international, l'accident de Fukushima provoque une onde de choc. Les images des explosions des réacteurs diffusées en direct à la télévision frappent l'opinion publique mondiale. De nombreux pays offrent rapidement leur aide technique et matérielle au Japon. Les États-Unis envoient des équipes d'experts et du matériel, notamment des robots et des pompes à eau haute pression. La France, de son côté, mobilise des ingénieurs d'Areva, qui est en 2011 l'un des leaders mondiaux du nucléaire. Pour fournir des instruments de mesure de la radioactivité, il envoie également la CEA, qui est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. La communauté internationale se tient aux côtés du Japon, mais certains prennent aussi des mesures de précaution supplémentaires pour leurs ressortissants. Et c'est une expérience dont je crois il faut s'inspirer, en tout cas la prendre en compte au moment où nous qui aspirons à gouverner le pays, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de risquer la vie de nos concitoyens. Et oui, du coup, l'ambassade des États-Unis à Tokyo recommande dès le 16 mars aux citoyens américains de se maintenir à au moins 80 km de la centrale de Fukushima, bien au-delà de la zone d'exclusion qui a été fixée par les autorités japonaises. Et ce ne sont pas les seuls, plusieurs autres pays évacuent leurs diplomates des environs de Tokyo ou conseillent leurs ressortissants de quitter le Japon temporairement au moins. Il faut dire qu'il y a quand même cette peur d'un embrasement nucléaire global qui plane quand même pendant quelques jours, parce que ça rappelle chez certains le souvenir de Tchernobyl. Les conséquences politiques de Fukushima ne tardent pas à se faire sentir. Plusieurs pays révisent leur politique énergétique. L'Allemagne est l'exemple le plus emblématique. 3 mois après l'accident, en juin 2011, le gouvernement d'Angela Merkel décide l'arrêt définitif de ses 17 réacteurs nucléaires d'ici fin 2022. Cette volte-face est spectaculaire pour une grande puissance industrielle qui tirait alors plus de 20% de son électricité de l'atome. D'autres nations suivent une voie similaire. La Suisse gèle ses nouveaux projets et planifie une sortie progressive du nucléaire. La Belgique réaffirme son programme d'abandon et l'Italie, par référendum, confirme l'arrêt total de tout programme nucléaire. A l'inverse, certains pays choisissent de maintenir leur programme nucléaire
tout en renforçant les exigences de sûreté. C'est le cas de la France, du Royaume-Uni ou encore de la Chine qui suspend temporairement ces nouveaux chantiers pour les auditer avant de les reprendre quelques mois plus tard. Fukushima ravive partout le débat entre partisans et opposants de l'énergie atomique. Dans de nombreux pays, l'opinion publique devient plus méfiante, ce qui pousse les gouvernements à faire preuve de beaucoup plus de transparence et à prendre des décisions avec davantage de prudence. Au Japon, le traumatisme est profond. En mai 2011, le gouvernement annonce une réorientation complète de sa politique énergétique. Priorité accrue aux énergies renouvelables et réévaluation drastique de la sécurité nucléaire. Sous la pression de l'opinion, tous les réacteurs nucléaires restants au Japon sont progressivement arrêtés d'ici septembre 2013. Le pays entre alors dans une période de zéro nucléaire, une première depuis des décennies. Il doit importer massivement du charbon, du gaz et du pétrole pour combler le manque d'électricité. Cette situation intenable économiquement et d'un point de vue climatique entraînera plus tard un débat sur le redémarrage de certaines centrales après renforcement de leur sécurité. Mais en 2011 et 2012, l'heure est surtout à la remise en question et à la recherche des responsabilités. Ces conclusions accablantes pointent une série de manquements, des alertes ignorées, des normes insuffisantes, un régulateur, la NISA, qui est l'autorité japonaise chargée de la sûreté nucléaire, jugée trop proche de l'industrie, et une compagnie électrique, TEPCO, davantage préoccupée par la rentabilité que par la sécurité. La catastrophe de Fukushima aura ainsi des répercussions durables sur l'encadrement de la sûreté nucléaire. En 2012, le Japon crée une nouvelle autorité de régulation indépendante, la NRA, pour remplacer la NISA et renforcer la transparence. À l'échelle mondiale, les standards de sécurité sont rehaussés, notamment sur les risques de séisme, d'inondation et sur la gestion des alimentations électriques de secours devenues des priorités absolues. Sur le plan humain, l'accident nucléaire de Fukushima a bouleversé des dizaines de milliers de vies. Et en tout, environ 165 000 résidents des environs ont dû quitter leur foyer à un moment ou à un autre. Et parmi ces 165 000, il y a 150 000 qui ont dû évacuer en 2011. Et ces personnes ont été relogées dans des gymnases, des centres d'urgence et aussi dans des logements temporaires préfabriqués. Et beaucoup pensaient rentrer chez elles rapidement, mais une grande partie n'a pas pu revenir avant de longues années et certaines ne reviendront jamais. La préfecture de Fukushima a vu naître de véritables villes fantômes dans la zone interdite des 20 km. Des localités comme Okuma, Futaba ou Nami ont été totalement vidées de leurs habitants en 2011. Des fermes ont été abandonnées, des commerces fermés du jour au lendemain. Le déracinement forcé, le stress et l'incertitude ont eu de graves conséquences sociales et sanitaires. On dénombre plus de 2000 décès indirects parmi les évacués, dus notamment à la fatigue, au suicide, à la détérioration des conditions de vie ou à l'absence de soins adéquats pour les personnes fragiles déplacées en urgence. Ces victimes collatérales de l'évacuation viennent s'ajouter au bilan déjà lourd du tsunami. La contamination radioactive a principalement touché le sol, la végétation et l'eau aux alentours de la centrale, en particulier vers le nord-ouest. Des éléments radioactifs tels que l'iode 131 et le césium 137 ont été dispersés dans l'environnement. L'iode radioactif très volatile a pu contaminer le lait et l'eau potable dans les jours qui ont suivi, d'où l'importance de distribuer de l'iode stable pour protéger la thyroïde des habitants. Le césium, lui, s'est fixé sur les sols et les forêts, ce qui a demandé un travail de décontamination massif. Dès 2011, un gigantesque chantier de décontamination est lancé dans les zones évacuées. Des milliers d'ouvriers ratissent la terre sur les terrains, retirent les 5 à 10 cm de sol en surface, coupent les herbes et lavent les bâtiments pour en décrocher les substances radioactives. Des millions de sacs de terre contaminés sont remplis et stockés provisoirement dans des décharges improvisées. Les scènes de ces sacs noirs empilés dans les champs sont devenues l'une des images marquantes de l'après-Fukushima. Grâce à ces efforts, la radioactivité a considérablement baissé dans de nombreuses zones évacuées au fil des années.
progressivement, les autorités ont levé les ordres d'évacuation dans certaines communes périphériques. Le Premier ministre avait annoncé il y a 2 jours la levée de l'interdiction. C'est effectif depuis minuit. À partir de 2014-2015, des habitants ont pu commencer à revenir dans des secteurs jugés suffisamment sûrs, d'abord en journée, puis définitivement. Mais le retour reste lent. En 2021, 10 ans après, on compte encore plus de 40 000 personnes originaires de Fukushima vivant en exil, hébergées ailleurs au Japon. Beaucoup ont refait leur vie loin de la préfecture et ne souhaitent pas ou ne peuvent pas revenir. Dans les villages rouverts, la population est souvent bien inférieure à ce qu'elle était avant 2011. Ce qu'il faut noter, c'est que sur le plan sanitaire, les études réalisées à ce jour n'ont pas montré d'augmentation claire des maladies liées aux radiations dans la population générale évacuée, sauf peut-être un léger accroissement des cancers de la thyroïde chez les enfants qui étaient exposés à l'iode 131. Mais même ces chiffres font débat parce qu'il y a eu un dépistage très poussé qui a été mené à ce moment-là, ce qui a pu peut-être révéler des cas qui seraient autrement passés inaperçus en temps normal. Globalement, l'ONU et l'OMS estiment que les doses reçues par le public sont trop faibles pour entraîner des effets mesurables, observables en dehors de la zone la plus proche de la centrale. Par contre, l'impact psychologique et social est énorme. Il y a eu du stress post-traumatique, il y a eu des dépressions, ça a même causé des divorces. Un sentiment aussi de discrimination parce que beaucoup d'évacués de Fukushima se plaignaient quand même d'être considérés par la population japonaise comme radioactifs. Donc il y a quand même eu une perte du lien communautaire pour des villages entiers. L'environnement, lui, garde les traces de l'accident. Les zones de forêt denses sont difficiles à nettoyer et resteront contaminées pendant des décennies par les césiums. La faune sauvage, en l'absence d'humains, a proliféré dans la zone interdite. Des singes, des sangliers et des ratons laveurs occupent désormais les villages abandonnés. Certains animaux présentent des niveaux de contamination élevés sans que ça n'affecte visiblement leur reproduction. L'océan Pacifique a également été touché. Lors de l'accident, de l'eau hautement radioactive provenant du refroidissement d'urgence et des fuites s'est déversée dans la mer, contaminant localement les fonds marins et la chaîne alimentaire marine, comme les algues, les planctons et les poissons. Pendant plusieurs années, la pêche a été totalement interdite au large de Fukushima. Des mesures régulières montrent qu'avec le temps, la radioactivité des poissons a diminué et la plupart des produits de la mer sont redevenus conformes aux normes de consommation, sauf quelques exceptions ponctuelles. Mais la perception du public reste méfiante et les pêcheurs de Fukushima ont dû lutter pour regagner la confiance des marchés. Près de 15 ans après l'accident, le site de Fukushima Daiichi reste un chantier titanesque. La centrale est définitivement à l'arrêt et son objectif est son démantèlement complet. Mais on se rend bien compte qu'une telle opération est sans précédent, déjà par son ampleur, mais aussi par sa complexité. Dès 2011, les autorités japonaises estiment qu'il faudra au moins 30 à 40 ans pour démanteler entièrement les réacteurs accidentés. Et en 2023, ce calendrier est toujours d'actualité et la fin des travaux est envisagée aux alentours de 2050. Les défis techniques sont énormes. La première étape critique a été le retrait des combustibles usés stockés dans les piscines en hauteur, situées dans les bâtiments endommagés des réacteurs 1 à 4. Le combustible de la piscine du réacteur 4, qui contenait 1500 assemblages, a pu être évacué d'ici fin 2014 grâce à la construction d'une grue spéciale et au renforcement du bâtiment. Pour les piscines des réacteurs 1, 2 et 3, les travaux ont pris plus de temps. Des débris encombraient les piscines et le niveau de radiation complexifiait les interventions. Ce n'est que vers 2019 que le retrait du combustible de la piscine du réacteur 3 a été achevé. Pour les réacteurs 1 et 2, les autorités annonçaient en 2021 que les piscines devraient être vidées d'ici 2031, soit avec une décennie de retard sur le calendrier initial. À ce jour, plusieurs milliers d'assemblages de combustibles usés ont été sécurisés et transférés vers une piscine commune du site ou placés dans des conteneurs secs. C'est un progrès important pour améliorer la sécurité des installations. Reste le plus redoutable, les coriums, ces amas de combustible fondus mélangés à du béton et du métal, gisant au fond des réacteurs 1, 2 et 3. Ils contiennent des matières hautement radioactives et dégagent toujours de la chaleur.
Depuis 2011, ces coriums sont continuellement refroidis par un flux d'eau injecté, ce qui produit d'ailleurs des volumes d'eau contaminés considérables. Des robots télécommandés ont été envoyés à l'intérieur des enceintes de confinement pour localiser et examiner ces coriums. Ils ont permis de prendre des images inédites de ces masses solidifiées et de mesurer qu'elles sont actuellement relativement stables et froides, environ 30 degrés en surface. Mais retirer ces coriums est un travail d'une complexité extrême, inédit dans l'histoire du nucléaire. Les ingénieurs de TEPCO, aidés par des experts internationaux, ont conçu des bras robotisés et des outils spéciaux pour commencer à prélever des échantillons de corium. Un premier petit fragment devait être extrait en 2022, mais l'opération a pris du retard. Le plan est d'y aller progressivement. D'abord quelques grammes de matière, puis quelques kilos pour tester les procédures. L'objectif final est d'extraire la totalité de ces débris hautement radioactifs d'ici 2040-2050. Ce n'est qu'après leur retrait et leur conditionnement sécurisé que l'on pourra envisager de démonter les bâtiments des réacteurs eux-mêmes. En parallèle, il y a un autre défi important qui concerne la gestion de l'eau contaminée. Chaque jour, de l'eau est utilisée pour refroidir les réacteurs endommagés. Mais le problème, c'est que de l'eau souterraine s'infiltre dans les sous-sols des bâtiments contaminés. Et pour régler ce problème, l'entreprise TEPCO a mis en place dès 2011 un système de pompage et de traitement de ces eaux qu'on appelle ALPS, qui est l'acronyme de Advanced Liquid Processing System, ce qui signifie en fait en français le système avancé de traitement des eaux liquides. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce système permet de retirer la plupart des substances radioactives, sauf le tritium, qui est un isotope de l'hydrogène difficile à filtrer. En gros, c'est une forme un peu différente de l'hydrogène qu'on trouve dans l'eau courante, et il a 2 neutrons en plus dans son noyau, ce qui le rend légèrement radioactif. Et le problème est qu'il se comporte presque exactement comme de l'eau normale, ce qui le rend très difficile à filtrer. C'est pour ça que même après le traitement, l'eau dite traitée reste triciée, c'est-à-dire qu'elle contient encore un peu de tritium. Et du coup, toute cette eau traitée, elle est stockée dans d'immenses réservoirs construits sur le site. Et en 2023, il y a eu plus de 1,3 million de mètres cubes qui avaient été accumulés, ce qui a du coup saturé presque tout l'espace disponible autour de la centrale. En août 2023, face à l'arrivée à saturation de ces réservoirs, le gouvernement japonais et TEPCO ont pris la décision controversée de rejeter progressivement l'eau traitée à la mer. Ce rejet s'effectue après avoir dilué l'eau plus de 100 fois avec de l'eau de mer, de sorte que l'activité du tritium soit bien en dessous des normes internationales. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert en estimant le plan conforme aux exigences de sûreté. Depuis le 24 août 2023, des lots d'eau traitée sont ainsi déversés dans l'océan Pacifique, sous contrôle étroit. En un an, environ 55 000 mètres cubes d'eau ont été relâchés sur plus d'1 million de mètres cubes à évacuer au total. Il faudra probablement une trentaine d'années pour évacuer toute cette eau tout en continuant de refroidir les coriums restants. Ce choix a suscité des protestations de certains pays voisins, comme la Chine et la Corée du Sud. Le gouvernement japonais a échoué à prouver la légitimité et la légalité de la décision de rejeter l'eau contaminée dans la mer. Des pêcheurs locaux sont inquiets pour l'image de leurs produits, malgré le consensus scientifique qui estime que l'impact environnemental sera négligeable en raison de la forte dilution du tritium. Aujourd'hui, le site de Fukushima Daiichi est placé sous haute surveillance. Des milliers de capteurs contrôlent la radioactivité de l'air, de l'eau et du sol. En surface, on circule avec des équipements de protection dans certaines zones encore très irradiées. Un mur de glace souterrain a été construit autour des 4 réacteurs pour limiter les infiltrations d'eau, en gelant le sol sur 1,4 km de périmètre. Des structures de confinement en dôme recouvrent désormais les ruines des bâtiments des réacteurs 1, 3 et 4 pour confiner les poussières et permettre les travaux à l'abri des intempéries. Certaines parties de la zone évacuée ont pu être déclassifiées après décontamination. Ainsi, en 2022, des secteurs des communes d'Okuma et Futaba, où se trouve la centrale, ont été rouverts à la résidence pour la première fois depuis 11 ans. Seul un petit nombre d'anciens habitants y sont revenus, principalement des personnes âgées, la plupart des familles ayant refait leur vie ailleurs. D'autres zones hautement contaminées resteront interdites encore de longues années, formant ce qu'on appelle en japonais les Kikan Konan Kuiki, c'est-à-dire les zones difficiles de retour. L'héritage de Fukushima Daiichi, c'est aussi une somme d'enseignement pour l'industrie nucléaire mondiale,
Partout, on a renforcé les systèmes de secours, comme des installations de générateurs de secours protégés dans des bunkers, des déploiements de pompes mobiles et le rehaussement des murs de protection contre les inondations. Les centrales de nouvelle génération intègrent maintenant ce qu'on appelle des breakers de noyaux pour confiner un éventuel corium. Mais surtout, l'accident a souligné l'importance de deux choses fondamentales. Une transparence totale envers le public et une autorité de sûreté vraiment indépendante, capable de résister aux pressions politiques ou industrielles. 15 ans plus tard, Fukushima est à la fois un chantier de démantèlement hors norme, un territoire en reconstruction et surtout un symbole. Un symbole de la résilience des populations parce que petit à petit, la vie reprend quand même dans les zones qui ont été rouvertes et il y a des communautés qui se reconstruisent. Mais aussi un symbole des débats sur l'avenir du nucléaire parce qu'après des années de remise en question, le Japon prévoit quand même de prolonger la durée de vie de certains réacteurs. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en janvier 2026, il y a un événement qui vient illustrer parfaitement ce virage. TEPCO, l'opérateur de Fukushima, a redémarré le réacteur numéro 6 de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, la plus puissante du monde en capacité installée. C'est la première fois depuis la catastrophe qu'un de ces réacteurs reprend du service. Le site a été renforcé avec des mesures de sécurité, comme par exemple une digue anti-tsunami de 15 mètres de haut et aussi des systèmes de secours modernisés. Et en fait, ce retour du nucléaire s'inscrit un petit peu aussi dans la stratégie du Japon qui vise en fait à réduire les émissions de CO2. Mais c'est un sujet très controversé parce que dans la région concernée, il y a une majorité d'habitants qui sont totalement opposés à l'idée. Et finalement, ce contexte de retour du nucléaire est d'autant plus fort symboliquement parce que c'est TEPCO, donc la même compagnie au cœur de la catastrophe de Fukushima, qui relance aujourd'hui un réacteur à Kashiwazaki-Kariwa. Et toi, de ton côté, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que le nucléaire a finalement encore sa place aujourd'hui? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. D'ailleurs, un énorme merci à vous tous. Je vois de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui participent dans les commentaires, qui partagent leur point de vue, leur expérience. Je le vois, je le lis et ça me fait super plaisir. Donc vraiment, merci à tous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!